Mon objectif dans cette vidéo, ça va être de vous expliquer l'implication du coude dans le toe spin reverse. Je trouve qu'il y a énormément de consignes qui sont pas bonnes quand on parle du toe spin reverse et qui peuvent donner des gestes pas forcément efficaces. Donc j'ai envie de vous expliquer tout ça. Dans cette vidéo, on va beaucoup revenir à celle que j'avais fait précédemment sur comprendre le mouvement pongiste, donc je vous mets une petite fiche pour y revenir. Alors l'idée reçue que j'ai envie de démonter, ça va être l'implication du coude. Comme quoi le coude, c'est l'articulation la plus importante dans le toe spin reverse, alors que c'est pas forcément vrai ou c'est pas vrai pour les bonnes raisons. On sera tous d'accord pour dire que le toe spin reverse, c'est du poignet, du coude et de l'épaule, et souvent on surestime très largement l'implication du coude. Tout simplement parce que comme consigne, et moi c'est des consignes que je donnais aussi avant, je disais bah, tu mets ton coude devant et puis tu tournes ton avant-bras autour du coude. Sauf que quand vous faites ça, là il y a zéro implication du coude quand vous faites ça. Par contre il y a 100% implication de l'épaule. Okay, là vous utilisez l'articulation de l'épaule en rotation interne dans cette position, rotation externe dans cette position. Okay, et donc là vous devez vous demander, ok mais le coude alors est-ce qu'il sert à rien ou est-ce qu'il sert quand même à quelque chose? Il sert quand même à quelque chose. Ce que vous devez comprendre, c'est que le coude il permet deux mouvements. Il permet l'extension et la flexion, ok, et il permet ce qu'on appelle des mouvements de pronation et de supination, c'est-à-dire faire ça là. Quand vous faites ça, quand vous réglez l'angle de votre raquette, vous utilisez l'articulation du coude. Ça, c'est pronation, supination, pronation, supination, pronation, supination. Maintenant, pour reprendre l'ancienne vidéo que j'avais faite, j'avais expliqué que dans le mouvement pongiste, il fallait des articulations qui ont un mouvement vertical pour mettre de l'effet et des articulations qui ont un mouvement horizontal pour créer de la puissance. Prenons un exemple, Fan Zedong. Fan Zedong, il a le coude qui est ici. Il va chercher de la puissance en flexion du coude, plus rotation épaule. Okay, donc il a un mouvement vertical créé grâce à la rotation de l'épaule, et il a de la puissance grâce à l'extension de son avant-bras et de son coude. Prenons un joueur comme Kreanga. Il n'a pas du tout le coude haut, il a un coude à l'armée qui est plutôt proche du corps, il est ici. Il va chercher la verticalité du geste pour mettre de la rotation, non pas en rotation, même si je pense qu'il y en a un peu, mais plutôt en abaissement. Okay, et après, il va chercher la puissance, pareil, en allant chercher sa raquette vers l'arrière, et après vers le haut, et c'est pour ça qu'il a un geste souvent qui est très impressionnant, qui est très humble, parce qu'il finit ici. Okay, donc on a, par exemple, Harimoto Fan Zedong ici, et puis après on a Kreanga qui est plus au niveau de l'épaule. Okay, et c'est vraiment l'épaule qui va créer la rotation et puis la puissance, alors que dans le cas de joueurs qui jouent plus près de la table et qui veulent aller plus vite, on va plutôt jouer en rotation au niveau de l'épaule, rotation vraiment exagérée, et ça se voit parce que ils ont le coude qui est ici. Plus le coude est haut, et plus je constate que les joueurs ont tendance à jouer avec une rotation importante au niveau de l'épaule. Et en fait, la plupart des joueurs à qui on a répété d'utiliser le coude, le coude, le coude, et pas du tout l'épaule, bah, ils se sont pas focalisés sur l'épaule, ils se sont dit ok, je vais utiliser le coude, et ils vont faire ces mouvements-là. Au lieu de venir tourner là, ils vont faire ça. Ils vont jouer comme ça. Et là, on voit beaucoup de joueurs qui jouent comme ça, qui ont tendance à reculer un petit peu, à claquer des balles, parce que quand vous faites ça, vous pouvez mettre vraiment beaucoup de puissance, par contre vous allez avoir du mal à frotter. Sauf si vous faites ça. Et ça se voit aussi et ça marche. Moi je pense notamment à un joueur que j'entraîne, à qui je donne des cours particuliers. Il doit être 18-19. Et il a un toe spin reverse qui est comme ça n'empêche pas d'être très bon. Mais est-ce que c'est comme ça qu'il arrivera à être numéroté 100, 200, 300? Je suis moins certain. Alors après, il y a une autre notion qui est importante, c'est que quand vous faites des mouvements de rotation au niveau de l'épaule qui sont importantes, en fonction de votre posture, par exemple, que vous avez au travail ou de vos blessures, ça peut être des mouvements qui sont assez difficiles. Et que par exemple, vous restez longtemps en bloc ici, tac, tac, et que vous commencez à avoir des douleurs derrière l'épaule là. C'est probablement que vous avez une épaule qui est bloquée en rotation interne et tous vos muscles de l'omoplate qui sont en position étirée. Ça peut faire mal. Donc dans ce cas-là, au lieu d'avoir le coude surélevé et d'être en rotation interne et de jouer comme ça, vous abaissez légèrement votre coude, un peu à la Malong. Malong, il n'a pas du tout la technique de Fan Zedong ou d'Harimoto, il est ici, beaucoup plus avec le coude, des mouvements de l'arrière vers l'avant.
Alors Karimoto et Fanzendong, tac, ils sont plus en rotation interne. Donc retenez simplement de cette vidéo, le coude c'est pas tout, ça permet deux mouvements, ça permet pas forcément de frotter la balle, sauf si vous utilisez la technique comme on a vu, comme ça, supination, pronation. C'est surtout l'épaule qui va être importante, la rotation que vous mettez à l'épaule, et qu'il est possible de reconnaître dans quel placement de mouvement revers vous êtes en fonction de votre placement de coude. Et on a vu en exemple Harimoto Fanzendong avec en opposition la technique de Kranga.